Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5, organisée par Roham et Assurenco. Je suis ravie de vous retrouver cette année pour une saison dédiée à l'expérience client et l'IA. Selon CGI, 40% des assureurs citent l'IA comme une priorité en matière d'innovation des 3 prochaines années. Doit-on céder à cet engouement à tout prix ou peut-on encore faire de l'innovation sans IA? C'est ce que nous allons voir avec mes invités aujourd'hui. Sophie Dumont, Head of Automation chez Majorel. Michel Ramos, CTO et cofondateur d'Apidata. Jean-Baptiste Limard, fondateur et CEO de Corinthe. Et enfin, Sofiane Eloche, directeur général de WeView. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. On va commencer par un tour de table. Sophie, on commence par vous? Allons-y. Donc, Sophie Dumont, je fais partie de la direction de la transformation au sein du groupe Majorel. J'ai longtemps évolué dans le secteur de l'assurance, donc c'est un secteur que je connais bien. Donc je suis très contente de participer à cette table ronde. Et chez Majorel, je suis notamment en charge des sujets d'automatisation et plus récemment des sujets comme la gamification. Pour vous présenter un peu Majorel, donc Majorel c'est le leader de la relation client externalisée sur les grandes marques du marché francophone. Concrètement, on prend en charge tout ou partie de la relation client, donc aussi bien sur des processus ou de la relation de front office, mais aussi de back office et aussi parfois de la gestion documentaire. En tout cas, les secteurs avec lesquels nous travaillons sont assez divers, l'assurance, le secteur public, la banque, les télécommunications, vraiment c'est très large. Notre force chez Majorel, elle réside dans la capacité vraiment à allier l'humain et la technologie, et toujours dans le souci du réglementaire, surtout dans le cadre géographique dans lequel on se trouve. Et un point assez différenciant, je pense, pour Majorel, est que depuis 2015, Majorel a mis en place une stratégie d'hyper-verticalisation, notamment donc, avec l'intégration aux équipes d'experts de différentes branches. Et ça a notamment été mon cas, puisque j'ai rejoint Majorel après presque 10 ans d'expérience dans le milieu de l'assurance. Et ça me permet d'apporter, et comme mes collègues, à la fois une expertise sectorielle, mais aussi plutôt technologique. Très bien. Sofiane, je vous laisse vous présenter. Merci. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette table ronde aujourd'hui. Donc, je suis Sofiane Eloche. J'ai rejoint le groupe WeView il y a 2 ans en tant qu'associé directeur général de l'activité en France. WeView, donc, c'est un cabinet de conseil en innovation digitale qui transforme la technologie au profit de l'expérience métier. Donc vraiment, c'est un focus métier. Nous sommes présents dans les 3 continents, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, et nous sommes à peu près 450 personnes. Nous travaillons avec plusieurs secteurs également, et nous travaillons aussi avec le secteur de l'assurance pour apporter notre expertise technologique, encore une fois, au profit du métier. On a toujours cette approche métier au centre de notre intérêt. Notre approche repose sur un équilibre, on va dire, parfait entre l'innovation et la fiabilité. Donc, c'est ce qui nous permet d'intégrer, par exemple, tout ce qui est technologie de rupture avec les solutions éprouvées, ce qui permet de maximiser l'impact réel et tangible pour nos clients. WeView, 450 personnes, on se positionne comme partenaire stratégique pour nos clients, pour les aider à adopter la technologie de façon sereine et durable pour tirer profit pour leur opérationnel et leur performance opérationnelle et métier. Voilà. Très bien. Michel, je vous laisse vous présenter et présenter Apidata. Oui, alors Michel Ramos, je suis directeur général cofondateur d'Apidata qui existe maintenant depuis 2012. Notre cible, nous, c'est les assureurs sur le domaine santé-prévoyance. Notre concept, c'est d'avoir industrialisé le middle office de l'assurance. Alors, le middle office de l'assurance, notamment sur tout ce qui est gestion déléguée, puisque aujourd'hui, il y a les autorités de contrôle qui sont derrière. Nos clients sont dans le top 10 de l'assurance, et on gère, particularité, c'est là où on a un apport technologique important, des millions de flux. Quand je dis des millions, un client pour nous, c'est entre 40 millions et 100 millions de lignes élémentaires. 100 millions de lignes élémentaires structurées, validées.
on va dire en moyenne une 20aine de transactions par ligne. Donc aujourd'hui, on dépasse par an assez facilement le milliard de transactions sur tout ce qu'on fait. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, on est quasiment les seuls aujourd'hui à présenter une solution d'industrialisation de middle office pour les assureurs. Donc on s'adresse aux fonctions de clés de l'assurance. Voilà. Merci. Jean-Baptiste ? Bonjour à tous, ravi de faire partie de cette table ronde. Donc, je suis Jean-Baptiste, le fondateur et CEO de Corinthe. Donc, Corinthe, on est une insurtech qui a été lancée en 2023 et on déploie une nouvelle génération de Core Insurance Platform sur le marché. Donc, Core Insurance Platform, c'est vraiment le logiciel qui va gérer toutes les opérations de portefeuille sur toute la vie d'un contrat d'assurance. Donc, ça commence à la génération du devis et au premier contact avec le client, la souscription, la signature en ligne, la génération des documents, la vie du contrat, les avenants, la facturation, le reporting, des gestes back-office, les flux assureurs et des choses comme ça. Donc on opère depuis 2 ans, on est maintenant une 20aine de personnes. On a eu la chance de lever en 2 rounds près de 7 millions d'euros. Donc on fait partie de ces startups qui sont bien financées et qui croissent très vite. Aujourd'hui, on se déploie historiquement sur le marché de l'assurance des flottes automobiles, qui a été notre premier marché, un marché extrêmement technique et qui a permis de montrer combien est-ce que Corinthe pouvait permettre de déployer très facilement des produits complexes tout en les gérant de manière 100% digitale. Et depuis ce marché historique, on est en train de s'étendre au reste de l'IARD. Corinthe, qu'est-ce que ça permet ? Cette nouvelle génération de plateformes, elle va permettre fondamentalement, elle permet de créer, lancer et faire croître des produits d'assurance sans effort. Et donc les bénéfices, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 10 fois plus d'agilité en termes de déploiement de produits. Nous, on déploie en quelques semaines, voire quelques mois. C'est des gains de productivité qui peuvent aller jusqu'à 80% sur des verticales B2B traditionnelles très peu digitalisées. C'est une quantité de data générée qui est 50 fois supérieure à des modèles traditionnels. Donc la data, elle va servir à la fois sur des problématiques d'actuariat et de sélection du risque, mais également sur des problématiques de conformité et de traçabilité du portefeuille. Et le dernier point, c'est des logiques de partenariat, où on va vraiment avoir un modèle commercial de partenariat de croissance avec beaucoup de success fees, par opposition à des modèles plus traditionnels qui facturent avant l'intégration, qui facturent l'intégration avant le lancement. Donc on se présente vraiment comme un nouveau paradigme sur ces problématiques d'outils fondamentaux du marché de l'assurance. Et grâce à nous, tous ces projets qui traînent dans des cartons chez de nouveaux courtiers assureurs vont avoir les moyens de se déployer. Donc on vend à qui ? On vend aux assureurs et mutuelles, courtiers délégataires, courtiers grossistes et courtiers millionnaires. Fondamentalement, donc on a pas mal de travail, un assez fort besoin et donc une croissance qui se passe plutôt bien pour le moment. Très bien. Alors même si l'IA commence à démontrer son efficacité dans certains domaines, cette technologie n'est pas la réponse à tout. Quelles sont les tâches pour lesquelles l'IA est utile et à l'inverse, les tâches pour lesquelles on peut s'en passer, Sophie ? Je dirais que l'IA, c'est un levier formidable pour tout ce qui est prédiction ou même gestion de données à très très gros volume. Ça peut être de la détection de fraude, de la prévision de sinistres, enfin vraiment un mode un peu large. Mais parfois, on doit aussi se poser la question d'aller vers d'autres technologies qui ne sont pas forcément de l'intelligence artificielle. Ça peut être de l'automatisation via du RPA qui permettent d'aller vers de l'automatisation tout de même, mais sans rentrer vers la dimension de l'intelligence artificielle. Parfois, il suffit aussi de se poser la question de ces processus. Une étude de Lean, ça permet aussi de faire gagner énormément, parfois sans aller faire des recours à de gros projets de techno. Et le dernier point, je pense que l'innovation, c'est pas forcément uniquement des outils ou des méthodologies, c'est aussi transformer le management, la manière de travailler, de collaborer les uns avec les autres. Mais dans les faits, l'objectif n'est pas de choisir l'un ou l'autre. C'est pas l'un contre l'autre, et bien souvent c'est allier les deux. Il faut prendre du recul en fait sur chaque situation pour trouver le bon outil qui est en adéquation avec la bonne situation. En fait, l'IA c'est un super accélérateur. Par contre, il faut être sûr de la direction dans laquelle on va avant d'appuyer sur cet accélérateur.
Oui, on parlera justement des bases tout à l'heure et de comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place d'abord avant de se lancer dans l'IA, parce qu'il y a des petites choses quand même à prendre en compte. Mais Michel, même question. Pour vous, à quel moment l'IA intervient vraiment, a vraiment un rôle à jouer, et là où potentiellement on pourrait encore s'en passer aujourd'hui? Alors, en gros, nous, on est plutôt fournisseurs d'informations pour l'IA. Puisque, comme vous avez dit, en fait, l'information, il faut qu'elle soit qualifiée, propre, pour ne pas amener finalement à des conclusions délirantes. Donc nous, on a choisi plutôt une approche d'urbanisation de systèmes d'information. On a des contraintes de performance monstrueuses, puisqu'il faut qu'on soit tout le temps, que nos calculs soient tout le temps là. Les clients attendent tous les jours, en fait, nos résultats, puisqu'on est capable de gérer jusqu'à 30% de chiffre d'affaires de nos gros clients aujourd'hui, qui sont chez nous, en SaaS. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre, il faut que ce soit rapide. Donc nous, on clean toute cette information. Les millions de données qu'on a, elles sont évidemment disponibles pour faire de l'IA propre. Alors, on en fait aussi de l'IA, évidemment, mais notre approche, ça n'a pas été du tout la même que les autres. C'est pas à nous de le faire. Nous, on fournit la donnée propre. Par contre, l'IA, on l'utilise chez nous plutôt pour avoir, en fait, le collaborateur amélioré. Tout ce qui est rédaction. C'est-à-dire qu'on s'est carrément écrit des modules maintenant chez nous qui s'appuient sur de l'IA pour aider à la rédaction et aller plus vite pour fournir de la documentation à nos clients. L'université. Vous voyez, donc c'est plutôt pour nous, en réalité, l'IA aujourd'hui, plutôt que pour nos clients, mais nous, on est fournisseurs. Si on n'avait pas eu cette approche d'urbanisation où pour nous, en fait, un data lake, ça n'existe pas. Le data lake, c'est l'entreprise. On vend des modules qui sont interconnectés, qui doivent être hyper performants entre eux. Ça a été vraiment cet axe-là. Notre nouveauté à nous, là où on a beaucoup investi, c'est ça. C'est l'infrastructure. On doit être résilient, on doit être tout le temps être performant. On va même jusqu'à copier un peu, puisque aujourd'hui, quand on a des services de calcul, les services de calcul sont scalables en fonction des besoins. Donc finalement, on adapte un peu les mêmes techniques. Quand on a besoin, on rajoute du host, de la puissance, pour pouvoir répondre rapidement à nos besoins. Donc on s'adapte. On a monté nos modèles IA chez nous, donc on les a plutôt installés chez nous. On s'est installé des outils comme vous connaissez tous, je pense au Llama, etc. Et puis on a une approche un petit peu à la mode API Data, c'est-à-dire qu'on va plutôt nous regarder comment ça a été fait. C'est notre marque de fabrique. Donc on est plutôt aujourd'hui sur des PyTorch ou ce genre de choses. On va plutôt décortiquer les réseaux de neurones pour voir comment c'est fait, pour voir comment on peut l'adapter à ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas juste sur des prompts. Très bien. Jean-Baptiste, même question. Alors moi aujourd'hui je vois 4 utilisations principales de l'IA, une application qui est en fait générale qui touche tout le monde et 3 applications spécifiques à l'assurance. Et moi la question que je me pose c'est en fait aujourd'hui donc l'IA, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens explorent, personne ne sait vraiment à quoi ça va ressembler à la fin. Mais la question c'est est-ce que nous dans l'industrie de l'assurance on est plutôt plus ou moins exposé à l'IA que les autres. Donc sur ces 4 utilisations, la première celle qui touche tout le monde, c'est la productivité en termes de software development, donc la tech. Aujourd'hui, il n'y a pas de compagnie d'assurance, enfin, sauf vraiment des dinosaures, mais la tech est partout. Et aujourd'hui, forcément, l'assurance va être impactée par le changement de paradigme en termes de développement informatique créé par l'IA. Nous, on le voit évidemment parce qu'on est fondamentalement des vendeurs d'outils, donc des ingénieurs. Et donc, on le voit tout de suite au quotidien, le gain de productivité, les changements de méthode de travail, c'est radical, ça s'applique à toute l'économie, dont l'assurance. Par contre, il y a quand même 3 éléments spécifiques sur lesquels l'assurance me semble particulièrement exposée. Le premier, c'est la relation client. On parle beaucoup dans l'IA de chatbot. L'essentiel de l'activité des assureurs, c'est quand même on est du service, donc on parle aux clients. Donc une exposition très forte. Le deuxième, c'est les problématiques de lecture de documents. Fondamentalement, ce qu'on vend, c'est des contrats. Or, l'IA et les nouvelles générations d'OCR vont permettre de complètement modifier ce genre de logique. Et le troisième élément, c'est la data, la sélection du risque, qui est le cœur de nos métiers. Donc sur ces 3 éléments, l'IA, c'est la continuation de tendances historiques. Ça fait plusieurs années, voire décennies, qu'on parle de problématiques d'OCR, de big data. Il y a une énorme mode du chatbot en 2015 qui n'a pas finalement changé le monde. Mais là, on a tous le soupçon qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un renversement. Et moi, le chiffre que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup interpellé, c'est une étude du BCG qui est sortie sur les assureurs et courtiers américains, sur l'ensemble des acteurs économiques aux États-Unis. Et l'assurance, c'était le 3e marché qui mobilisait le plus de ressources en faveur de l'IA. Avant ça, il y avait le software development, donc la tech,
les médias. Donc là, évidemment, quand vous êtes créateur de médias, c'est important. Mais le troisième, c'était l'assurance. Alors, c'est beaucoup de tentatives, de tests, mais ce que ça veut dire, et ce que ça révèle, c'est que l'assurance se sent concernée par l'IA. Qu'on ne peut pas dire en toute bonne foi « Ouh, non, ça va passer loin de nous ». Ça ne nous concerne pas. Non, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il est essentiel, et les Américains le montrent, mais en Europe, on n'est pas du tout en retard là-dessus, c'est un sujet sur lequel on doit se positionner, parce que si on regarde le cœur de ce qu'on vend, il n'y a pas un seul élément essentiel qui ne va pas être touché par l'IA. Donc il faut, à minimum, qu'on prenne les devants, et on ne peut pas se permettre de subir l'IA, ou en tout cas, ceux qui vont subir l'IA, je pense, vont le regretter. Sofiane, quel est votre regard sur le sujet, justement ? Alors j'arrive un peu en dernier, mais je pense que je ne peux pas aller à l'encontre de ce qui a été dit, je peux juste l'amplifier ou tenter de le faire comme le ferait l'IA. Parce que pour moi, l'IA, effectivement, c'est pas juste une brique technologique, on l'a dit tout à l'heure, c'est un changement de paradigme. Sans passer aujourd'hui, c'est vraiment de se priver d'un amplificateur de performance de l'humain, mais aussi de la technologie, parce qu'elle est utilisée aussi pour d'autres solutions technologiques qui utilisent l'IA et du coup, elles deviennent plus performantes. Donc pour moi, effectivement, alors pour revenir au secteur de l'assurance, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est toute la partie acquisition, gestion de la relation client. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite, c'est toute la chaîne de valeur qui est concernée par l'IA. On peut trouver des cas d'usage multiples, il faut laisser juste les métiers réfléchir un petit peu à leur pain point, et ils vont nous créer des cas d'usage. Alors l'IA, est-ce que c'est finalement une mode technologique ou une vraie révolution incontournable ? De ce que j'entends autour de moi, c'est plutôt incontournable, et notamment dans le secteur de l'assurance, Sophie. Alors oui, évidemment, c'est une technologie qui devient, en tout cas qui est incontournable, et c'est le moment, je dirais, de monter dans le train pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Par contre, c'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, et c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces. Et du coup, on finit par plus forcément savoir exactement de quoi on parle, ni même exactement ce que ça veut dire. Quand on entend IA aujourd'hui, selon la personne qui utilise le mot, on peut parler d'absolument tout. Et deux experts du secteur même pourraient avoir aussi des idées très différentes sur la frontière qui définit en fait l'IA. Pour moi, l'IA, au-delà du sujet à la mode, c'est effectivement un sujet qui est très important. Par contre, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quand on choisit en fait l'outil ou la méthodologie qui va être là pour nous aider sur nos différents processus et projets. Est-ce qu'on a besoin de toutes les capacités d'apprentissage qu'offre l'IA ? Est-ce qu'on peut faire moins, en tout cas, est-ce qu'on peut avoir le même résultat, ou en tout cas un résultat très satisfaisant avec une technologie qui ne fait pas forcément appel à de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils du quotidien dans nos environnements personnels et professionnels, sur lesquels c'est des outils très basiques, sans IA, mais on en rajoute quelques petites briques d'IA à droite, à gauche, et c'est de plus en plus, je dirais, par ces entrées-là et par finalement ce mode de prise de connaissance qu'on entre. Donc, est-ce que c'est un mot à la mode ? Oui. Pour autant, ça n'enlève pas que le fond de l'intelligence artificielle est important, et il faut l'ouvrir et le faire connaître et le démocratiser. Alors Sofiane, même question. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose d'incontournable ? Vous me disiez justement en préparant cette interview que pour vous déjà, en tout cas dans vos usages, c'est bon, c'est intégré. Tout à fait. De ne pas l'intégrer, c'est de prendre le train du retard. Donc je ne souhaite pas être, surtout quand on se positionne sur l'innovation digitale, bien évidemment. Donc encore une fois, l'IA pour moi, c'est pas un effet de mode. Donc pour répondre très clairement, c'est plutôt quelque chose. Aujourd'hui, l'IA a pris un peu ses titres de noblesse aussi avec l'IA générative, qui a un peu démocratisé l'accès notamment au langage naturel. Donc, ce qui a permis à Monsieur Tout-le-Monde, nous, de communiquer avec la machine plus simplement sans aller à coder des lignes de code pour qu'on soit compris par la machine. Donc, ce langage naturel ouvre des possibilités énormes. On le voit aujourd'hui pour organiser son prochain voyage, voire même acheter peut-être une assurance voyage, etc. Tout ça, c'est intégré aujourd'hui dans nos usages. Des entreprises, je pense, aujourd'hui, l'enjeu, c'est les entreprises qui performent le plus
ne doivent pas se poser comment je dois intégrer l'IA, mais c'est plutôt trouver la symbiose entre l'IA et l'humain. Parce que voilà, je pense que l'humain doit être augmenté, et je pense qu'un terme qui a été utilisé, c'est amplifié, etc., etc. Alors j'ai évoqué tout à l'heure un chiffre d'une étude canadienne qui dit qu'en fait, effectivement, il y a quand même un bon nombre d'assureurs aujourd'hui qui évidemment s'intéressent à l'IA et qui vont même sûrement l'intégrer dans certains de leurs outils, etc. C'est pas une étude française, mais en fait, en regardant les chiffres en France, on est à peu près sur les mêmes ratios. Et pour autant, quand je prépare sur ce sujet-là, qu'on me parle d'assurance, parfois on me dit, bon, les assureurs, ils sont un peu frileux. Alors, on sait pourquoi, hein, il y a plusieurs sujets, mais du coup, Sofiane, justement, quel est votre regard sur la maturité, le niveau de maturité du secteur de l'assurance et des mutuelles par rapport à ce sujet-là aujourd'hui ? Alors, le secteur de l'assurance, traditionnellement, il est très lent, hein, parce que c'est assez conventionnel. On gère quand même l'assurance des gens, l'assurance vie, etc. Enfin, plein de sujets qui sont très sensibles. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez bouleversé avec, bien évidemment, toute la partie réglementation, conformité, etc. Donc ça, c'est l'humain, mais aussi tout ce qui n'est pas humain, avec les changements climatiques, la cybersécurité, c'est un peu humain quand même aussi, mais voilà, c'est tous ces phénomènes-là qui, de toute façon, imposent aux assureurs de bouger, et donc de bouger vite. On a un time to value qui doit être court, et il faut qu'ils bougent, donc ils utilisent tout ce que la technologie aujourd'hui permet d'atteindre rapidement. Et il y a, bien évidemment, ça fait partie de ces accélérateurs et de ces amplificateurs. Jean-Baptiste, quel est votre regard justement par rapport à ce niveau de maturité dont on parle ? Moi, je pense que l'assurance, elle est un petit peu schizophrène en fait à ce stade sur l'IA. Tout le monde a conscience qu'il y a quelque chose de très important qui se passe. Tout le monde tente de se positionner pour éviter d'être laissé sur le quai et de montrer qu'en fait on ne prend pas les devants sur ce sujet-là. Le problème, c'est que dans la vie réelle, le déploiement tangible de fonctionnalités IA qui font gagner de l'argent et qui ont un impact sur l'expérience client, il est quand même très compliqué. Et je pense que derrière, l'assurance ne peut pas faire disparaître une certaine forme de legacy sur beaucoup de process, et l'assurance est un petit peu en risque de vouloir courir avant le marché. Et c'est vrai que nous, on le voit beaucoup au niveau des outils et des plateformes de gestion. Une IA, ça ne fonctionne que si la donnée est de bonne qualité, elle est quantitativement suffisante, et si les workflows sont suffisamment bien pensés pour que ça puisse être pris en main par une IA. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de l'assurance, en B2C, en B2B, enfin, dans à peu près tous les secteurs, utilisent encore des plateformes technologiques qui ne sont pas du tout compatibles avec l'IA, où l'essentiel des opérations sont réalisées par mail en dehors de la plateforme, voire par téléphone, ne laisse aucune trace. Alors la problématique, elle est identifiée depuis très longtemps, puisque c'est notamment sur les problématiques de conformité que ce genre de gestion un petit peu à l'ancienne est déjà mis en lumière comme n'étant plus tout à fait acceptable. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez faire un chatbot sur une plateforme où il y a une moitié des interactions qui passent par email, l'autre qui passe par une plateforme qui n'est pas vraiment bien versionnée, qui ne suit pas les événements, et une dernière partie qui se fait directement par téléphone. Votre IA, elle ne va servir à rien. Vous pouvez mettre des millions dessus, ça ne va servir. Pareil, vous pouvez dire que vous allez déployer la nouvelle génération de modèles statistiques extraordinaires que vous avez payé des millions. Si votre data sur l'entreprise cliente, c'est juste un sirène, et qu'ensuite vous attendez sans ne rien savoir jusqu'à ce que le sinistre arrive, vous allez avoir du mal à vous différencier, puisque vous allez jouer exactement avec les mêmes armes qu'il y a 20 ans. Et donc pour moi, je pense qu'il y a un effet peut-être de phasage qu'il faut rappeler, ou en tout cas sur lequel il faut évangéliser le marché, c'est attention à ne pas nous voir trop beau, trop vite. Avant de déployer l'IA et d'en récolter les bénéfices, il y a un travail d'équipement et de digitalisation de fond qui est objectivement très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de couches d'outils qui ne sont pas tous à jour, on va dire. Et donc nous, évidemment, c'est là-dessus qu'on se positionne. Corinth, on va notamment sur l'IA se positionner comme un AI enabler. Donc grâce à Corinth, vous allez poser des fondamentaux de très bonne qualité qui vont vous permettre de bénéficier de l'IA au moment où les applications vont émerger. Si vous n'avez pas de plateforme comme Corinth, vous allez probablement devoir mettre 100 fois plus d'argent, ça va aller 20 fois plus lentement et le résultat sera 10 fois moins bon. Donc je pense qu'il y a quand même cette étape intermédiaire qui est les enablers de l'IA
sur lequel l'assurance doit se concentrer très vite. Ça a l'avantage d'être quelque chose qui est en notre pouvoir, qui permet de potentiellement atteindre une forme de maturité des use cases IA. Aujourd'hui, personne ne sait exactement ce que ça veut dire. En fait, il faut faire le ménage chez soi avant d'être prêt à s'équiper de ces nouveaux outils. Ça, c'est la conviction très forte que nous, on porte chez Corinthe, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un assez grand cimetière de projets extrêmement flamboyants au début, dont la réalité business est en fait bloquée par le quotidien. Mais ce quotidien, c'est vrai que dans l'assurance, et c'est ce que disait Sofiane tout à l'heure, il y a une problématique de legacy et d'outils. Donc il faut se mobiliser là-dessus pour débloquer l'IA et pour que les impacts soient réellement positifs et ressentis sur notre industrie. Alors, en parallèle de cette problématique d'équipement, il y a aussi une problématique de coût. Pour l'instant, l'IA est accessible, car les licences, elles ne coûtent pas très cher. Les fournisseurs, aujourd'hui, les laissent un petit peu à disposition pour qu'on puisse tester, mais évidemment, ils vont chercher à générer un ROI prochainement. Dans quelles conditions, justement, ça vaut la peine d'investir? Parce qu'il y a quand même un coût à terme dans ce genre de technologie, Sophie. Ouais. Je voudrais quand même nuancer l'aspect accessible, parce qu'effectivement, le prix d'appel ou même les solutions en open source, qui du coup, en tout cas, ont l'air gratuites de prime abord, en tout cas pour le tester comme vous le mentionnez. En fait, il y a effectivement le coût de licence, mais tout ce à quoi on ne pense pas aussi, c'est ce que ça va générer de mettre le pied à l'étrier sur un projet d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a toute la partie infrastructure. Comme je pense que tout le monde l'a mentionné, prendre le temps de faire du ménage et d'avoir aussi les outils adaptés, c'est un budget qu'il faut prendre en compte aussi. Et il y a la maturité des équipes avec lesquelles on travaille, puisque c'est alors, même si c'est des sujets qui sont là depuis quand même un petit moment, finalement, c'est un besoin qui est de plus en plus fréquent, avec des équipes aussi qui doivent être formées, et aussi un grand nombre de personnes qui doivent être habituées et formées à utiliser ce genre d'outils. Donc il y a aussi tout le coût de la mise en place, de la formation, de l'acculturation. C'est pas uniquement de la donnée, de la technique, de l'infrastructure, il y a toute la partie gestion du changement qui peut être coûteuse et qu'il faut prendre en compte aussi. Le second point, au-delà du coût vraiment financier, il y a l'aspect écologique. Alors je dirais que chacun a bien son avis sur le sujet, mais dimensionner correctement les outils qu'on utilise, ne pas prendre trop gros, ça permet aussi de contrebalancer et de bien mesurer l'impact financier et l'impact écologique des projets. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut vraiment amplifier les réussites et les erreurs. Et ça, c'est important de bien l'avoir en tête, parce qu'avant de donner les clés à l'intelligence artificielle, il faut s'assurer d'avoir construit une base qui est solide et qui est saine. Une réaction, Michel, par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la notion d'équipement, les coûts, les bases à... Je suis tellement d'accord avec ce qui a été dit, c'est que nous, on est un outil de qualification de données, de cleaning. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur qui est la gestion déléguée, qui a été délaissé pendant des années par les assureurs qui se retrouvent confrontés aujourd'hui à devoir rendre des comptes. Donc ils ont des millions de données qu'ils ne maîtrisent pas. Donc nous, quand un client vient nous voir, c'est du pain béni. On va avoir 100 délégataires en face de nous, et tout à coup, on va lui redonner de la visibilité sur des informations qu'il n'avait jamais eues auparavant, parce qu'il avait une armée d'actuaires pour essayer d'en sortir quelque chose qui sortait jamais rien. Donc ça, c'est notre solution en fait qui fait ça. Donc on est 100% d'accord. Après, sur l'approche coût IA, nous on a eu en fait une approche laboratoire, parce qu'effectivement la sensibilisation des collaborateurs, c'est important. C'est pas si simple. En fait, tout le monde peut installer une IA. Tout le monde peut commencer à travailler avec un prompt et se connecter avec un chat GPT. Maintenant, on en fait quoi? Donc, nous, on a vraiment eu une approche en se disant, on va s'installer une infra, on va maîtriser nos coûts comme ça, et on va l'approcher. On a carrément investi sur une infra dédiée à ça. Et une approche laboratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en fait, ça permet aussi, puisqu'on aime bien nos collaborateurs, de leur laisser une marge de créativité, de voir ce qu'on peut en faire. Comment on peut accéder à un service qui va nous auto-corriger, par exemple, un document. C'est facile à faire. Mais si on n'a pas à un moment donné cette sensibilisation, ça va être très compliqué et très cher. Alors, sinon, on va être obligé d'appeler des sociétés externes en renfort. On va être obligé d'acheter des tokens qui, à un moment donné, vont devenir délirants, parce que c'est pas cher au départ, mais ça devient très vite très cher. Si on met 1 milliard de données chez un des gros GAFA, on n'aura bientôt plus les moyens de les payer. Donc c'est tout ça
Donc nous, approche laboratoire, on a tout mis chez nous, on n'a pas été chez les autres, et on teste tout. Et ensuite, on en déduit ce qu'on peut en faire. Très bien. Un mot sur la réglementation, Jean-Baptiste. Il va également falloir être très attentif sur l'utilisation des données. Là, en ce moment, ils sont en train de travailler au sein de l'Union européenne sur l'IA Act, mais pour l'instant, rien n'a été vraiment dévoilé. Qu'en est-il justement de la réglementation ? Parce que c'est un vrai sujet, surtout quand on parle d'assurance. Alors, c'est un sujet central, très compliqué, et surtout, la vérité d'aujourd'hui peut changer totalement demain. Quand on s'est parlé la première fois, on avait évidemment l'impression que la réglementation européenne allait être probablement assez oppressante. La Commission européenne a l'habitude de déployer des réglementations qui sont un peu lourdes. Depuis, c'est quand même passé 2-3 trucs dans le monde. On a l'impression qu'il y a un retour de bâton gigantesque contre la réglementation excessive, notamment dans les secteurs de la finance et de l'assurance, parce qu'on se rend compte qu'on se tire une balle dans le pied. Est-ce que ça va aboutir à ce que toute la réglementation disparaisse ? Non. Mais alors là, aujourd'hui, c'est pratiquement des paris hippiques que de savoir comment est-ce que cette réglementation elle va se déployer. Culturellement, les Européens sont quand même beaucoup plus en faveur de la protection des données personnelles que les Américains. Donc on ne va pas non plus se rapprocher d'un modèle complètement américain. Aujourd'hui, cela dit, il ne faut surtout pas que cette incertitude aboutissent à ce que les gens se cachent, attendent et disent « on va voir ». Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 2 différents types d'utilisation de l'IA. Il y a une utilisation de l'IA qui utilise de la donnée personnelle. Donc quand on parle par exemple d'actuariat, quand on parle de chatbot, toutes ces choses-là, on est vraiment en train de manipuler l'information du client pour lui rendre un service ou pour projeter son risque. Ça, effectivement, je ne vois pas grand monde aujourd'hui qui a d'ores et déjà fait des annonces là-dessus. Alors les chatbots, enfin les assistants de conversation commencent à venir, mais on sent quand même une vraie incertitude. Mais par contre, il y a un deuxième pont qui est tout à fait essentiel, sur lequel on peut se positionner sans avoir besoin d'accès à la donnée IA, à la donnée client, pardon. Toutes les problématiques de lecture de documents. Vous avez quand même beaucoup de choses à faire qui va permettre de faciliter la détection de carences dans une cartographie de risque. Ça, c'est ou pour faciliter les remplissages de documents. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas besoin de la donnée client pour lire des conditions générales et en déduire, voilà la couverture qui vous manque. Vous avez potentiellement beaucoup d'éléments de productivité sur ce qu'on appelle, ce que vous disiez tout à l'heure, Sofiane, le langage naturel. Le langage naturel, c'est une manière d'interagir avec les outils qui est complètement différente. Nous, on le voit beaucoup chez Corinth sur les problématiques de dashboard. Donc évidemment, vous avez un portefeuille. Le portefeuille, il est totalement caché dans la base de données. Il faut que vous l'extrayiez. Traditionnellement, c'est des gestes qui sont quand même très compliqués. Vous avez des experts, des data scientists, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec des requêtes en langage naturel, ça peut devenir très facile. Mais là, vous n'avez pas besoin de changer votre politique de data vis-à-vis du client, c'est juste une nouvelle manière d'utiliser des outils. Et donc je pense qu'entre les deux, il ne faut surtout pas se tromper de combat, parce que on a tous entendu des assureurs qui disaient « de toute façon, cette data, elle appartient au client, donc on ne peut rien en faire tant que le cadre n'est pas totalement défini ». Je pense que c'est très risqué, et je pense que c'est oublié. Enfin, c'est une approche un petit peu nombriliste. N'oublions pas que l'IA a un impact sur toute l'économie, quelle que soit la réglementation en termes de data. La productivité en termes de tech, c'est gigantesque ce qui se passe. Et donc rien que ça, il y a des points de ratio combinés à aller chercher en déployant 10 fois plus vite des produits de meilleure qualité, sans avoir besoin de data client. Un dernier tour de table pour avoir quelques conseils sur, même si on en a déjà eu précédemment, à destination des entreprises justement qui voudraient vraiment se lancer dans des projets de déploiement, d'intégration de l'IA à certains points de leur parcours, de leur business process, etc. Sofiane, on commence par vous. Alors, si c'est la dernière question, je vais me permettre d'être en opposition à quelques positions prises. Effectivement, pour moi, il ne faut pas attendre, il faut y aller. L'agilité, pour moi, prime sur l'attentisme. Les entreprises qui réussissent, c'est celles qui expérimentent, testent et améliorent en continu. Donc pour moi, c'est vraiment un virage important. Ces dernières années, chez WeView, on a, et puis tout le monde, mais WeView particulièrement, on a identifié 2 virages importants de technologie. L'IA, bien évidemment, mais avant ça, il y avait le low-code. Et aujourd'hui, la symbiose du low-code et de l'IA permet encore d'aller plus vite et de raccourcir le time de value, bien évidemment, en libérant des ressources budgétaires bien précieuses en ce moment. Sophie, un ou des conseils ?
Je dirais des conseils. La première chose, c'est vraiment de s'assurer d'avoir un diagnostic très clair du besoin et de la situation avant de se lancer vers des projets, quels qu'ils soient. Savoir exactement ce qui coince, parce qu'il faut aussi être sûr d'avoir identifié la bonne problématique pour répondre avec le bon outil. Je dirais qu'il faut aussi vérifier, comme on l'a beaucoup mentionné, la qualité de la donnée. Parce que trop souvent, on parle d'IA, on fait presque un peu des rêves éveillés du résultat que ça pourrait donner, mais si les bases de données ne sont pas assez fiables, ou si les process ils sont pas vraiment pas carrés, en tout cas pas optimaux, finalement, on dépense beaucoup d'argent pour un résultat qui est parfois un peu incertain. Et un troisième point qui, pour moi, est vraiment important, c'est l'humain. Parce que, comme ça l'a été dit par l'ensemble, l'humain est important dans cette transition technologique aujourd'hui. Il faut que l'humain sache utiliser et l'utilise bien, ou en tout cas sache interagir correctement et comprenne cette transition. Quand vous allez lancer un projet de ce type dans votre entreprise, il faut s'assurer que les humains aient bien compris pourquoi, à quoi ça répond, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que ça va changer pour eux. Parce qu'il faut aussi prendre en compte vraiment la dimension humaine. Et parfois, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et c'est normal. Et il y a des gens qu'il faut rassurer, il y a des gens aussi à qui il faut expliquer exactement de quoi il s'agit. L'humain, ça reste la clé de vraiment toute transformation, et c'est la technologie qui permet d'en arriver là. Très bien, merci Sophie. Michel, un conseil ou des conseils, un dernier mot justement par rapport à ça. Notre avis, il est limité parce que nous, on est middle office et tout s'est développé sur le front office. Donc on n'aura pas énormément de savoir-faire, nous, sur toute la partie front office. La seule chose qu'on peut dire chez nous, c'est qu'on a essayé de trouver le bon angle d'attaque pour ce qu'on a appelé collaborateurs améliorés. Qu'est-ce qu'on peut donner aux humains pour avoir un assistant quasiment tout le temps à côté d'eux, les aider à aller plus vite, les aider à mieux rédiger, avoir du code, des fois même si on est 95% automatisé, nous, en production de code, depuis longtemps, les 5% qui restent, ça peut aider quand même, quoi. Voilà. Très bien. Jean-Baptiste ? Moi, mon premier conseil très tangible, c'est ce qui a été déjà dit, c'est peut-être faire le ménage, commencer par faire le ménage à la maison. Notamment regarder vos outils et votre plateforme de production d'assurance, parce que c'est quand même là que se joue le cœur du réacteur et qu'il y a des réservoirs de création de valeur qui sont absolument gigantesques à aller chercher. Plus généralement, je pense que l'IA, c'est l'équivalent de l'arrivée du digital en assurance. Tout le monde sent que c'est décisif. Personne ne sait la durée et l'impact, la durée que cet impact va prendre pour se déployer. Les gens ont tendance, et Bill Gates qui dit ça, à surestimer le changement à 3 ans, mais à sous-estimer le changement à 10 ans. C'est vraiment ce genre de situation dans laquelle on est. Et donc c'est ce que disait Sophie, l'IA c'est une culture. Donc nous, le conseil que je peux donner, c'est qu'est-ce que nous on fait chez Corinthe ? C'est vraiment d'utiliser l'IA au quotidien. Alors nous on a la chance, c'est qu'on est une boîte de tech, donc les développeurs, il ne faut même pas trop leur demander, on n'a pas besoin de trop leur demander pour qu'ils utilisent ce genre d'outils. Mais on voit déjà une imprégnation de ce que c'est que l'IA comme paradigme et comme réflexe dans une culture d'entreprise. Alors c'est vrai qu'à court terme, on ne peut pas forcément mettre un ROI dessus, mais on est vraiment dans une logique de R&D. Si vous, en tant qu'acteur de l'assurance, vous demandez un ROI trop tôt, vous sortez d'une logique de pure R&D, et là vous allez commencer à vous retrouver avec des impasses partout, parce que bien courageux celui qui... On peut vous promettre des R&D à 500%, ça, probablement il y a plein de gens qui le font, mais le réel va probablement faire que vous allez vous cogner un petit peu vite. Mais par contre, itérer, créer cette culture, proposer des outils, de toute façon, si le mouvement de fond est aussi puissant que ce qu'on dit qu'il va être, les choses vont se faire. Vos salariés, vos équipes ne vont pas attendre avant de s'en équiper. Sofiane vous disait tout à l'heure que déjà les gens s'en servent de manière personnelle. C'est bien, il n'y a pas non plus besoin d'évangéliser sur l'IA, les gens savent ce que c'est. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les acteurs soient crédibles. Et notamment, la crédibilité, c'est de ne pas faire des grands projets. Ralliez-vous à mon panache blanc, 2 ans après, on a dépensé 20 millions, il ne s'est rien passé. Et donc, c'est pour ça que des choses tangibles, refaire le ménage chez soi, trouver des projets qui partent sur des bonnes fondations, ne pas hésiter à faire de la page blanche si besoin, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément une bonne idée d'essayer de faire de l'IA sur un substrat tech qui a 25 ans.
Non, là, je pense que vous essayez de mettre un rond dans un carré, donc ça vaut peut-être le coup de repartir à zéro, et puis vous verrez après. Tout ce genre d'attitude, un petit peu test and learn, je pense que les assureurs assureurs, courtiers, toute la chaîne de l'assurance en entend parler depuis 15 ans. Là, vous avez un superbe cas d'école. On ne peut même pas dire qu'on n'était pas prévenu. Tout le monde sait que ça arrive, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Mais c'est une question de déploiement. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de philosophie, il faut y aller. Merci à tous pour vos éclairages. Merci beaucoup. Merci beaucoup.